On va tous les évoquer rapidement. Tout d'abord, il y a le pivot restrictif et aussi le pivot extensif, sans oublier celui qui consiste à changer de segment de clientèle. Ok. Moins rapidement peut-être ? Il y a le pivot restrictif. La start-up va décider de se concentrer sur une seule caractéristique du produit. À l'inverse, dans le pivot extensif, le produit d'origine devient une des caractéristiques du nouveau produit. On peut également décider de changer de segment client lorsque l'on découvre qu'une autre cible que prévue se révèle plus intéressée, ou se concentrer sur un autre besoin du client qui est apparu prédominant. Il est également possible de changer la manière dont on monétise son produit, de changer de canal d'acquisition, de moteur de croissance ou de changer de plateforme. Par exemple, on a lancé une application mobile et on se rend compte qu'une plateforme serait plus efficace. Un changement d'architecture d'entreprise est envisageable. On basculera d'un modèle marge faible, volume élevé, vers un modèle marge élevée, volume faible, ou l'inverse. Attention, un pivot n'est pas un simple ajustement. C'est une vraie reformulation des hypothèses de départ. N'ayez pas peur d'être en rupture totale avec votre idée d'origine. Chapitre 7, le Lean Startup doit permettre de travailler avec des lots de petite taille et en système tiré. Apprendre, apprendre, apprendre. C'est le mot d'ordre du Lean Startup. Apprendre de ses clients, apprendre pour ne pas gaspiller du temps, ou plutôt gaspiller de moins en moins de temps, mais aussi apprendre à pérenniser son activité. Et oui, ça peut aider. Pour cela, Eric Ries préconise de travailler par petits lots. Un beau petit lot. Vous voyez ce que je veux dire, non ? Non. Un lot, c'est une petite quantité de travail à effectuer avant de passer à la suite. Chaque lot doit être défini précisément et quantifié. Chaque lot se termine par des tests et des enseignements. Quels ont été les problèmes rencontrés ? Les pannes, les bugs, les dysfonctionnements dans l'équipe. La production doit elle aussi être effectuée par lot, c'est-à-dire en flux tiré. On évite les stocks et idéalement, on produit à la demande. Prenons l'exemple d'une voiture. Le pare-choc doit être changé. Carglass répare, Carglass remplace. Ou bien le mécanicien a un dépôt avec plusieurs exemplaires de toutes les pièces de toutes les voitures, ce qui est coûteux et compliqué. Ou bien il a peu de pièces, mais dès qu'une pièce sort, il contacte le fabricant pour avoir une autre pièce et donc jamais plus que nécessaire. Chapitre 8, les moteurs de croissance permettent de décider d'une stratégie de croissance et de la piloter. Dans Startup, il y a Up. Impossible donc de faire l'impasse sur la croissance et donc sur une stratégie de croissance. Reprenons. Vous avez émis une hypothèse. Pour la tester, vous avez conçu un MVP que vous avez amélioré grâce au feedback de vos utilisateurs en réalisant des tests et des petits lots d'amélioration. Vous tenez votre start. Passons au Up. Eric Ries distingue 3 moteurs de croissance durables. Ils peuvent être combinés, mais le mieux reste quand même de se focaliser sur un à la fois. D'abord, la fidélisation des clients. Surveillez votre taux de rétention, mais surtout travaillez dessus. Évidemment, vous pouvez ériger des contraintes pour que vos utilisateurs restent, mais le mieux reste de créer de la valeur. Soyons clairs. Pour avoir une croissance de start-up, il faut que vous reteniez davantage d'utilisateurs que vous n'en perdez. Hashtag la base. Deuxième moteur de croissance, la viralité. Pourquoi ? Parce que c'est une manière mécanique d'obtenir une croissance naturelle. L'exemple le plus connu est celui de Hotmail. La messagerie a rajouté en bas de chaque email envoyé « PS, I love you ». Créez un compte email gratuitement. Chaque message envoyé participait ainsi à la diffusion du service. Cette viralité peut même être encouragée, comme le montre l'exemple célèbre des réunions Tupperware, qui prévoit d'accorder une commission lorsque les clients vendent leurs produits à des proches. Troisième moteur de croissance, et pas des moindres, l'acquisition payante. Celle-ci dépendra totalement de la part de revenus disponible au sein de votre start-up. Vérifiez évidemment que votre acquisition est rentable en la comparant aux revenus générés par un utilisateur. Pour signaler le moment où une entreprise trouve son public, l'entrepreneur Mark Andersen a inventé le terme d'adéquation produit-marché, product market fit en anglais. Chapitre 9, mettre en place une structure flexible permet de rapidement corriger des problèmes et de livrer le produit. Pour mettre en place la méthode du Lean Startup, corriger rapidement un problème et livrer un produit dans les délais, il faut une équipe agile et une organisation flexible. Il existe une méthode rapide qui permet de remonter à la source d'un problème. C'est la méthode des 5 pourquoi. Elle fait le lien entre l'acquisition d'enseignements et la capacité d'une équipe à aller vite. En gros, elle consiste à se demander 5 fois de suite pourquoi lorsqu'un problème est identifié. Il n'y a plus de lumière dans l'entrepôt. Pourquoi ? 2 ampoules ont grillé et n'ont pu être remplacées. Pourquoi ? Aucune ampoule de rechange n'était disponible. Pourquoi ? Le modèle que nous utilisons met plusieurs jours à être livré. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas standard et donc difficile à trouver. Peut-on envisager d'utiliser des ampoules standards dans l'entrepôt afin que le problème ne se reproduise plus ?
Pour que la méthode fonctionne, on évitera de l'utiliser pour des sujets sensibles ou pour trouver un bouc émissaire. Pourquoi il n'y a pas de lumière dans l'entrepôt? Parce que c'est à Jean-Michel de le faire et qu'il est nul. Voilà. En revanche, il faut inclure Jean-Michel dans le process et dans la réunion destinée à régler le problème des ampoules. L'objectif est de résoudre tous ensemble un problème de manière durable et efficace. Il faut donc bien l'étudier pour en trouver l'origine, la vraie, et le résoudre du premier coup. Cela implique une pluridisciplinarité des équipes et des méthodes de travail particulières, dont la communication par le management est vitale. Chapitre 10. Mettre en place une structure flexible permet de rapidement corriger des problèmes et de livrer le produit. L'innovation est quelque chose de fragile. On a tôt fait de l'étouffer avec des processus administratifs ou de validation. Pour que l'innovation ait des chances de se développer, il faut que chaque structure préserve des espaces d'expérimentation. Quand une société a trouvé son product market fit, elle va avoir tendance à se cabrer et camper sur sa méthode magique. Grave erreur, ne la faites pas. Mettez en place ce qu'on appelle une sandbox, un bac à sable. Un espace d'expérimentation libre auquel on octroie un budget limité à des équipes de taille réduite. Si le budget alloué au sandbox est faible, les collaborateurs peuvent en revanche être intéressés sur les résultats futurs, soit en part, soit sous la forme de primes. Il ne faut pas développer des projets innovants dans le secret, au risque de créer un climat de défiance. Responsabiliser les équipes est en revanche fondamental. Enfin, l'entreprise ne doit pas laisser son produit se banaliser sur le marché. Il faut donc étendre sa gamme et l'améliorer constamment. Bref, on ne s'endort pas sur ses lauriers et on reste agile. Conclusion. Si on synthétise ce que l'on vient de dire, le Lean Startup d'Eric Ries s'adresse directement aux entrepreneurs, mais pas seulement. Il concerne également les intrapreneurs et les entreprises déjà installées, qui souhaitent préserver l'innovation au sein de leurs équipes. Pour mettre en place le Lean Startup, on prend une hypothèse de départ. Et on la teste le plus vite possible auprès de vrais utilisateurs au moyen d'un MVP. Ok, il y en a qui suivent. Alors, on récolte ensuite les feedbacks de ces utilisateurs pour améliorer son MVP au moyen de petits lots, quantifiés et testables. Si notre produit rencontre sa cible et atteint les objectifs de croissance fixés, on débute une stratégie de croissance grâce à la fidélisation et l'acquisition. Si les résultats sont en dessous de nos attentes, on pivote. Une fois que l'entreprise est sur la bonne voie, on ne se relâche pas. On met en place un management responsabilisant qui respecte l'innovation et qui continue de fonctionner par petits lots. C'est OK pour vous ?